Bienvenue dans Coup d'éclat, le podcast d'Atelier Nubio. Je suis Claire, cofondatrice d'Atelier Nubio et votre hôte sur ce podcast de beauté holistique. Atelier Nubio, c'est le projet qui me fait vibrer depuis 2014. Il est né de ma conviction première, la beauté se nourrit de l'intérieur. La beauté holistique est un voyage merveilleux. Ma mission sur Terre est de vous donner envie d'y embarquer. Avec ce podcast Coup d'éclat, on veut nourrir votre peau, votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Caroline, fondatrice de la marque de lingerie menstruelle et maternité Moods. Le coup d'éclat de Caroline, ça a été de réussir à poser des mots sur une maladie dont elle souffrait depuis ses 14 ans, l'endométriose. Elle ignorait, et mise très tôt sous pilule, ses symptômes sont comme anesthésiés. Mais lorsqu'elle l'arrête, à 25 ans, son corps se déchaîne. Elle souffre le martyre et n'est écoutée par aucun médecin, jusqu'à la nuit fatidique où elle débarque à l'hôpital, pliée en deux. Son pronostic vital est engagé, et elle est opérée en urgence. Caroline, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je te reçois dans la petite relax room derrière le labo d'Atelier Nubio, là où on fait toujours les jus rue Paul Bert. Ça sent beaucoup le jus d'ailleurs, tu trouves pas, le jus vert? C'est très bon. Comme tu sais, j'ai une première question rituelle que j'adore poser au début de chaque épisode de Coup d'éclat. Quelle est ta mission sur Terre? Ma mission sur Terre, très très bonne question. Je dirais que c'est d'aider les femmes à prendre conscience de leur force et de leur pouvoir. De leur pouvoir? De leur pouvoir, parce que à titre personnel, moi j'ai été élevée dans un matriarcat que par des femmes qui étaient toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, que ce soit ma mère, ma grand-mère, ma tante. C'est vraiment des femmes qui nous ont élevées toutes seules, sans avoir beaucoup de moyens, et que je pense que c'est des femmes qui voyaient pas au quotidien tout ce qu'elles pouvaient accomplir pour elles et pour les autres, et que c'est important aujourd'hui de leur dire et de mettre en avant tout ce qu'elles ont fait. C'était des femmes puissantes ou plutôt des femmes avec une puissance en une essence, enfin pas révélée? Ça dépend ce qu'on appelle une femme puissante. Si c'est une femme qui est connue, avec beaucoup de pouvoir, on va dire institutionnel, pas du tout. Moi, ma maman, elle est infirmière. C'était une mère célibataire qui m'a élevée toute seule quasiment du début à la fin. Donc c'était pas quelqu'un qu'on considère comme puissant. Après, c'est quelqu'un qui a une puissance rare et qui m'a transmis cette puissance et cette force, et c'est ça qu'il faut qu'aujourd'hui je sais ce que je suis. Et donc dans ce matriarcat, on va dire gynécée, est-ce que vous étiez que des femmes à la maison? Quasiment, ouais. Du coup, il y avait pas trop de tension, parce qu'on dit souvent que les femmes ensemble sont plutôt des louves entre elles. Non, absolument pas. Non, parce que nous on était que deux. Donc j'ai ma mère et moi, et après j'étais beaucoup aussi avec ma tante et ma grand-mère, et j'ai aussi des cousins, donc il y avait aussi des hommes. D'ailleurs, j'ai été élevée avec mes cousins, enfin comme des frères, et j'avais que des garçons autour de moi. Mais c'est vrai que le référentiel était féminin, et j'ai eu toutes les valeurs, elles m'ont inculqué toutes les valeurs qui étaient possibles, quoi, à savoir l'empathie, la bienveillance. Elles m'ont donné aussi beaucoup de confiance en moi, à savoir si tu veux quelque chose, fais tout pour l'avoir, et tu pourras l'avoir. C'est des personnes qui m'ont accompagné dans toute mon évolution, et vraiment qui je pense m'ont transmise même les valeurs entrepreneuriales que j'ai aujourd'hui sans le savoir, quoi. Donc voilà. Ouais, génial. La puissance d'une femme ne se mesure en aucun cas à sa fame ou Exactement. À son job. Exactement. C'est que des titres, tout ça. Exactement. Super. Aujourd'hui, on va parler du coup d'endométriose. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est l'endométriose? Il y a une migration de certaines... Bien sûr. Alors l'endomètre, c'est la muqueuse qui vient tapisser entre guillemets les parois de l'utérus au moment où pour accueillir l'ovule qui est censé être fécondé. Et l'endomètre, c'est ce qui a provoqué les règles. C'est-à-dire que quand l'ovule n'est pas fécondé, l'endomètre se dissout, et c'est ce qui provoque les règles. Cette muqueuse-là, elle est censée rester dans l'utérus, sauf que pour les personnes qui sont atteintes d'endométriose, en fait, elle migre sur d'autres organes. Elle va créer des parois, enfin des attaches, qui vont faire que les organes vont être parfois collés entre eux ou rapprochés, ou alors simplement il va y avoir une douleur liée au fait que la muqueuse a migré. Et c'est ça qui crée les douleurs. Ok, donc toi tu disais endométriose digestive, donc elle migrait vers l'intestin. Sur l'intestin.
Ça peut être sur tous les organes. Tous les organes. Il y a même des femmes qui ont de l'endométriose dans les poumons. Et maintenant, qu'on t'a enlevé un petit morceau d'intestin grêle, c'est parce que ça continue de migrer, mais il y a plus d'attaches qui se forment. Bah en fait, j'ai plus mes règles avec la pilule. Okay. Donc j'ai plus de prise cycle, en continu. J'ai plus de cycle, donc j'ai plus de tout ce qui est développement de l'endomètre. Ça n'existe plus chez moi en ce moment. Ok. Ça risque de revenir un jour, mais pour l'instant, ça n'existe plus. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ton parcours, comment tu l'as découvert Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai mis 17 ans à être diagnostiquée. J'ai eu mes règles quand j'avais 14 ans. J'ai eu des règles qui étaient dès le départ très douloureuses, dès le départ très abondantes. Je me souviens, j'étais au lycée, et même au lycée, je loupais déjà les cours. Parce que douleur, vraiment des menstruations qui étaient handicapantes, où je pouvais pas du tout aller en cours. Après, comme toute femme de ma génération, où beaucoup qui dit adolescence dit premiers amours, dit premier rapport, dit pilule. Donc j'ai été mise sous pilule pendant une dizaine d'années, et à partir de mes 25 ans, j'ai voulu retrouver une méthode de contraception plus naturelle. Et c'est là qu'en fait les symptômes sont revenus. Donc moi j'avais tous les symptômes de l'endométriose, et personne ne me prenait au sérieux. Sous pilule, c'était un petit peu anesthésié. Exactement. Sous pilule, en fait, le cycle est plus régulé. Donc c'est des fausses règles. Donc il y a pas du tout le même rapport de développement de l'endométriose. Et donc j'ai arrêté cette pilule-là à partir de mes 25-26 ans. Et t'étais pas tentée de carrément la prendre en continu? Maintenant c'est ce que je fais. Parce que maintenant, pour moi, j'ai été diagnostiquée à 31 ans. J'ai vu 5-6, même plus que ça, gynécologues avec toutes les phrases que ce que ça peut engendrer, à savoir des réflexions totalement déplacées sur des pratiques sexuelles, sur une alimentation, sur vraiment leur mode de vie qui était pour le mien très sain et qui était à chaque fois remis en question. Le fait de pas être cru, vraiment, et pas entendu. Et en fait, quand j'ai réussi à trouver un médecin qui allait me prendre au sérieux, là j'ai fait des examens, j'ai été diagnostiquée, et depuis je suis sous pilule, mais pour moi la pilule c'est même pas pour moi, j'assimile pas la pilule à une contraception. Pour moi, c'est un médicament, quoi. Donc, à 25 ans, t'arrêtes la pilule, et c'est là que ça commence à devenir insupportable. Est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu plus, du coup, des symptômes que t'avais? C'était au moment des règles, en PMS? Non, c'est au moment des règles. Enfin, tout le temps, en fait. On a tout le temps, l'endométriose, c'est une maladie qui est, suivant les personnes, où t'as tout le temps mal, t'as mal pendant les rapports sexuels. Donc, c'est en fonction de ton cycle, en fonction des choses que j'ignore encore, mais voilà, ça peut être hyper invalidant. T'as mal pendant tes premiers jours de règles, où pour moi en fait j'étais vraiment bloquée au lit, je pouvais absolument rien faire. Et il y a aussi cette chose de c'est normal d'avoir mal. On me disait mais Caro, t'es entre guillemets t'es douillette, c'est normal d'avoir mal. Et je dis non mais en fait là j'ai vraiment mal. Et j'étais pas prise au sérieux. Et après il y a d'autres personnes qui ont mal au dos, il y en a qui ont mal à la tête, il y en a qui ont des problèmes voilà, au moment d'aller aux toilettes. Enfin, il y a vraiment plein de symptômes. Et moi, c'était vraiment des douleurs, j'étais pliée en deux. Enfin, et une fatigue qui était colossale, quoi. Qui durait pendant tout le cycle? Qui durait majoritairement les 2-3 premiers jours où je pouvais pas bouger. Enfin, et je pense que là, tu vois, en ce moment, il y avait en Espagne, il y a eu la légalisation du congé menstruel. Et moi, j'ai eu la chance, en fait, de créer ma boîte à ce moment-là, de créer Moods, parce que je pouvais être en télétravail, je pouvais me dire en fait là je vais pas travailler, mais pour des femmes qui en fait ont cette maladie-là ou d'autres maladies comme le SOPK ou d'autres maladies invalidantes par rapport aux menstruations, elles ont pas le choix, donc soit elles se mettent en congé, soit elles se mettent en arrêt. Si elles se mettent en arrêt, elles sont moins rémunérées. Donc c'est un vrai sujet de société, à savoir c'est des maladies qui encore une fois sont invalidantes et on peut pas travailler. Et à des personnes qui justement ont besoin d'un congé pour réussir à surmonter ces quelques jours, qu'est-ce que t'aurais à leur dire? Parce que tu me corriges, mais pour moi, avoir mal au point d'être invalidé, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème à creuser. Donc c'est plutôt un signal que le corps nous donne. Ouais, alors moi je dirais deux choses. Déjà d'un point de vue professionnel, faut en parler. Je sais que j'ai une amie qui elle aussi a des règles extrêmement douloureuses, et quand elle passe des entretiens, elle est toujours alors écoutez à son employeur, elle dit bon par contre il y a une journée dans le mois, je pourrais pas travailler. Et elle en parle directement, et ça permet aussi de voir voilà le degré d'ouverture de la personne avec qui on va travailler. Donc je pense qu'il faut en parler, faut pas avoir peur de dire c'est tabou, etc. C'est un cycle du corps féminin comme un autre, c'est une maladie comme une autre. Donc là-dessus je pense qu'il faut vraiment
dépasser les tabous. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi s'écouter, savoir se faire confiance. C'est-à-dire que moi, je me souviens être allée voir des médecins en disant j'ai de l'endométriose. Ils me croyaient pas. Ils me disaient mais non, nanana, c'est pas vrai. Et jusqu'au jour où en fait, j'en ai reparlé et je suis tombée sur une gynécologue qui m'a écoutée. Donc je pense qu'il faut savoir voilà, s'écouter, se faire confiance. Il y a aussi un alignement un peu corps-esprit où voilà, notre corps nous envoie des signes et c'est à nous de savoir les prendre et se faire confiance là-dessus. Ok, il faut s'écouter, mais il faut aussi beaucoup insister, parce que combien de gynécos t'as vu avant qu'arrive quand même un jour assez, t'as frôlé la tragédie. Oui, j'ai vu. Alors pour être diagnostiquée, j'ai mis entre le moment où j'ai commencé vraiment à aller voir les gynécologues et le moment où j'étais diagnostiquée, j'ai mis 4, 5, 6 ans, je sais plus exactement. Et ensuite, ouais, on me dit souvent que l'endométriose, c'est pas une maladie qui est mortelle. Pour mon cas personnel, c'est pas vrai. Moi, je suis d'endométriose digestive. C'est vulgairement parlant en termes médicaux, une migration des muqueuses endomètres sur les appareils digestifs. Et pareil, j'étais pour le coup très 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 malade pendant plusieurs mois. Je suis allée voir plusieurs gastro-entérologues, médecins. J'ai fait venir 2 fois SOS médecin à la maison parce que j'étais pliée en deux. J'arrivais plus du tout à me lever, je pouvais même plus marcher. Et je devais prendre des médicaments à base de codéine et de morphine qui me shootaient totalement et qui me rendaient entre guillemets stone pendant 48 heures. Tout ça pour arriver un jour à l'hôpital plié en deux et qu'on me dise qu'en fait je devais être opérée en urgence parce que j'avais un pronostic vital engagé. Donc pronostic vital engagé. On t'a opéré dans la... On m'a opéré, je suis arrivée à 21h en pleurs à l'hôpital en me disant mais Caro, arrête de pleurer, j'ai tellement mal que j'arrivais pas. On m'a mis sous morphine une demi-heure après et on voulait m'opérer dans la nuit et moi je voulais pas parce que j'étais pas très opération. Donc j'ai appelé des personnes de ma famille en mode qu'en penses-tu et quand ils m'ont dit go, j'ai été opérée dans le matin à 11h. Donc et ça faisait 6 mois, 1 an que j'étais pliée en deux et que vraiment ça a empiété de manière colossale sur ma vie de tous les jours. Et à la suite de cette opération, quelles ont été les suites? J'ai plus aucun symptôme. J'ai plus de douleur. J'arrive à dormir parce que en fait les douleurs la nuit me réveillaient. Donc je me réveillais pliée en deux la nuit et je pouvais pas m'endormir tellement j'avais mal. Et aujourd'hui voilà, j'ai la chance d'avoir une pilule. Moi j'ai pas ça une contraception mais une pilule qui moi me convient. Ça me permet d'avoir une vie beaucoup plus apaisée. C'est un sujet dont on parle peu en France aussi, mais moi je vais faire congeler mes ovocytes parce qu'il faut savoir que quand on a de l'endométriose, on a un accès privilégié à la congélation. Donc moi je vais le faire à Bondy, qui est un super centre près de Paris, et en fait on rentre dans un parcours médicalisé qui nous prend en charge. Après voilà, c'est à nous de encore se battre. Il faut aller voir les bonnes personnes, faut aller voir les bons centres. Mais moi quasiment plus de douleur. Mais t'as toujours l'endométriose. C'est à vie en fait. Donc tant que j'aurai mes règles, j'aurai de l'endo. Ce que tu nous as raconté, c'est que t'as dû voir beaucoup de médecins et pourtant t'étais quand même très bien renseignée. Est-ce que t'avais lancé Moods il y avait combien d'années? T'étais déjà bien installée comme entrepreneur? Ça faisait 3 ans que je travaillais sur le sujet. Ouais. Et c'est ça aussi qui mérite vraiment d'être soulevé, c'est-à-dire que l'endométriose, ça touche énormément de femmes en France. Les chiffres disent une femme sur 10. Ouais. Donc c'est colossal. On parle de 1 million, 2 millions, 1,5 million, 2 millions de femmes. Donc c'est colossal. Et en fait, c'est une maladie qui, comme beaucoup, est extrêmement discriminante parce qu'elle est diagnostiquée chez des populations qui sont aisées et éduquées. Donc moi, j'ai eu la chance, en fait, de m'éduquer par moi-même avec Moods, parce que voilà, on fait de la lingerie menstruelle, donc forcément création de contenu. Moi, je suis à titre personnel extrêmement passionnée par le corps féminin, son fonctionnement. Et même avec cette éducation-là, j'ai mis quand même plusieurs années à diagnostiquer. Donc imaginons pour des personnes qui sont pas éduquées, parlent pas français, n'ont pas accès aux bons médecins, et c'est des femmes qui sont laissées pour compte pendant quasiment 30 ans de leur vie. Et qui n'ont pas un tempérament aussi, c'était presque de l'acharnement. Parce qu'après s'être vue humiliée par plusieurs gynécologues, faudrait presque une liste de praticiens qu'on peut aller voir si on a mal pendant les règles. Parce que ça peut être l'endométriose, mais ça peut être aussi SOPK, ça peut être plusieurs pathologies très handicapantes. Donc quand même un conseil, ne pas souffrir en silence. Tu prenais quoi pour avoir moins mal? Du CBD. CBD, j'ai fait la maline. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que tu prends un cachet, et après c'est pas assez, ça marche le premier coup, le deuxième coup ça marche pas, donc tu en prends 2, tu en prends 3. Enfin c'est vraiment
un cercle vicieux. Et oui, il y a plein de pathologies. En ce moment, il y a une autre pathologie qui s'appelle le trouble dysphorique prémenstruel, qui est une version, on va dire, aggravée du SPM. Et moi, je connais plusieurs personnes qui en souffrent. Et c'est des personnes qui, à l'adolescence, ont été mises sous antidépresseurs. Ouais. Parce que en fait, il y avait des tels changements psychologiques que on associait ça à la dépression, alors qu'en fait, c'est juste une maladie hormonale à effet psychologique. Mais c'est vrai que quand t'arrives et que t'as 14 ans et qu'on te met sous neuroleptique, bah voilà, ça a des effets derrière qui sont majeurs sur l'ensemble de ta vie, quoi. Donc ouais, il faut se faire moi je pense qu'il faut se faire confiance, faut s'écouter, faut pas lâcher l'affaire. Prendre des médicaments à vie alors que c'est quand même pendant le syndrome prémenstruel. Moi, je me sens très très mal aussi mentalement. Mais comme je l'ai identifié, j'ai pas envie de sauter par la fenêtre, pas tout à fait, mais j'aimerais pas prendre des neuroleptiques à vie juste parce qu'il y a un jour où j'ai envie d'être seule dans une grotte. Ce que je me dis, c'est que c'est ce jour-là et j'identifie, je suis en PMS. C'est quand même assez relaxant de se dire que y a pas le ciel qui nous tombe sur la tête, non? Oui. Bah après, je trouve qu'il y a pas mal en termes de femtech, il y a beaucoup d'applications. Ouais. Et je sais que moi, à l'époque où j'avais mes règles, ça m'a beaucoup aidé à me dire, ok, alors là t'es en SPM, là tu vas avoir tes règles. C'est des applications qui nous permettent d'apprendre à connaître notre corps, chose qu'on a très peu fait parce qu'on n'a pas eu l'éducation pour à l'école, notamment. Je pense qu'il y a eu un vrai sujet sur l'éducation au corps féminin auprès des plus jeunes et auprès des femmes. Mais après, pour le trouble dysphorie prémenstruelle, c'est vraiment, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on appelle les mood swings, les sauts d'humeur. C'est vraiment des personnes qui ont des envies suicidaires. Totalement. Mais c'est vrai que c'est quand même limité dans le temps et prendre des médicaments à vie parce qu'on a 2-3 mais ça jours. dure plus longtemps que ça. Ah oui. Ouais, ça dure vraiment plus longtemps que ça. Et ça a des effets, c'est à tel point que je te dis, des gens pensaient que c'était de la dépression alors que c'était carrément. lié C'est une dépression express. aux hormones, exactement. Ouais, voilà. Donc faut se faire confiance. Ouais, et aussi les plantes. Donc là, je parlais de CBD. Peut-être là, j'ai vu à New York des suppos au CBD pour les douleurs menstruelles. Je pense que comme c'est hyper nerveux cet espace de notre corps, de notre anatomie, ça doit être assez actif. Les plantes sont ultra puissantes aussi. Nous, on a lancé du coup un complément, on veut un cycle harmonieux. Je l'ai testé là sur le dernier cycle et franchement, j'ai même pas eu de mood swing. Bon, après j'étais à New York, peut-être que ça a joué aussi, mais quelque chose qui est quand même hyper cyclique chez moi. Mais c'est vrai hyper important d'en parler. Je trouve qu'on se sent déjà moins seul, de pouvoir partager et d'identifier, de se relaxer et même de dire en fait non, aujourd'hui je suis dans ma bulle télétravail ou en fait non, en fait j'ai juste pas envie de participer à la conversation. Ouais, je trouve que c'est hyper bien et surtout de trouver les bons praticiens en effet qui vont écouter, qui vont connaître les plantes, qui vont connaître les pathologies. Ça c'est un truc que tu avais en projet aussi peut-être de les référencer, au moins que les gens puissent partager leurs expériences. Sur Moods, tu veux dire, ou sur alors oui, enfin nous on est en plein développement avec Moods actuellement, donc il y a différents scénarios potentiels, mais c'est quelque chose qui forcément nous intéresse. À titre personnel, en fait moi je suis allée voir des praticiens, on va dire très conventionnels. Donc j'ai pas eu au départ l'accès à ces médicaments entre guillemets ou plutôt routines qui peuvent aider au quotidien et qui aident parce que nous on a beaucoup de personnes et de clientes qui nous disent voilà moi j'utilise ça c'est canon et en fait on se rend compte que en fait par manque de contenu ou même d'information les femmes ont trouvé elles-mêmes leur routine et ce qui est intéressant voilà avec vous les produits que vous lancez c'est de se dire ok en fait vu qu'il n'y a pas de réponse entre guillemets conventionnelle on va chercher des alternatives qui fonctionnent parce qu'on a testé et à de nombreuses reprises. Mais après moi la seule plante que j'utilisais c'est le CBD en huile et en massage aussi. Ça et pas du tout à vertu thérapeutique. Mais je buvais beaucoup de thé parce que la chaleur du thé me réconfortait et m'apaisait au niveau des douleurs. Quel genre de thé? Du thé sencha. Ok, du thé vert. Exactement. La bouillotte, quand même, un truc qui marche hyper bien. Ouais, après moi c'était tellement, enfin moi c'était, en fait fallait que je me fasse opérer quoi. Donc
même pour le SPM, etc. Le CBD fonctionne très bien. Moi, je testais votre produit, il fonctionne très, très bien. Mais c'est vrai que c'était même plus une question. En fait, pour moi, il y a une question de confort et une question entre guillemets derrière. Enfin, pas de confort, mais c'est de confort, mais aussi derrière de médecine en fait. Ouais. Et pour mon cas, en fait, c'est de la chirurgie, donc j'aurais pu prendre tous les médicaments, même traditionnels, en fait, ça ne marchait pas. D'où la nécessité que les médecins conventionnels soient formés à ces pathologies, sachent les diagnostiquer, sachent écouter et sachent aussi proposer des traitements adaptés. Donc ça ne doit pas rester de l'ordre des médecins, on va dire, intégratifs, enfin, je sais pas, médecine intégrative ou holistique, il y en a tellement peu en France. Moi, la personne qui m'avait le plus accompagnée, c'était une médecin phyto, donc une médecin généraliste, mais qui avait en effet un DU en phytothérapie, et j'avais été bluffée par la puissance des plantes. Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat de Caroline. Si vous souffrez de syndrome prémenstruel ou PMS, Atelier Nubio a formulé un complément botanique 100% plante bio de la pharmacopée française. On veut un cycle harmonieux. Composé de gâtillier, sauge, millepertuis et cassis, des plantes reconnues pour leurs bienfaits sur la peau, l'humeur et les douleurs, ce complément en ampoule apaise la tornade prémenstruelle. Testé et approuvé. Chez Atelier Nubio, on a l'habitude de dire que les plantes nous guident. Est-ce que toi, il y a une plante que tu as vue, que tu as croisée sur ton chemin, que tu as peut-être recroisée, que tu as du plaisir à voir, à toucher, peut-être à ingérer? En termes d'arbres, j'adore les pins parasols. Ouais. Ceux de Rome notamment. Je les trouve très romantiques, très élégants, aussi très solaires. Et c'est des plantes c'est des arbres, qui vont s'élancer vers le ciel tout en recouvrant ce qu'on a sur Terre, et je trouve ça très joli. C'est très marrant ce que tu dis, parce que tu sais que le placenta, ça ressemble à un arbre. Ok, non, je sais pas. T'as pas encore fait l'expérience de donner naissance à un bébé, mais moi je l'ai fait du coup 2 fois et de façon totalement physiologique, comme on dit, avec une doula, 2 fois la même doula, qui est une adoratrice du placenta. Okay. Et du coup, elle me l'a montré et me dit à quel point le placenta ressemble en effet à un arbre, et c'est peut-être une des raisons de la fascination des hommes pour les arbres. Les arbres nous élèvent, les arbres sont de tels modèles de résilience, d'ancrage et d'élévation. Est-ce que tu as déjà embrassé un arbre? Pas encore. J'aurais déjà fait des câlins. Ça oui. Longtemps. Oui. Bah ok. Bah tu penseras à moi la prochaine fois, tu en prendras un dans les bras, parce que c'est un truc que je fais en ne faisant pas trop attention aux gens qu'il y a autour et qui pourraient avoir un jugement qui pourrait me freiner. Voilà. Et j'avais une réflexion que j'ai eue il y a pas très longtemps, et j'aimerais te la partager, que tu me donnes ton avis. En fait, c'est vrai que les cycles, c'est quand même un tas d'emmerdes, entre le PMS, l'endométriose, les troubles de l'humeur. Est-ce que tu penses que dans quelques temps, voire quelques générations, on mettra fin en fait à nos cycles, à toutes? Est-ce qu'on mettra fin à nos cycles? Je pense que c'est pas possible. C'est ce qui fait la femme en fait. C'est ce qui fait la femme, ce qui permet d'avoir des enfants. Donc à moins de créer des utérus et des cycles artificiels. On y est déjà. On est déjà. Oui. Avec il y a un agneau qui est né d'un utérus artificiel il y a quelques années. J'en suis pas certaine. Je pense qu'on va surtout, parce que moi, je m'aperçois auprès de notre communauté, c'est que les femmes ont de plus en plus envie de connaître leur corps et d'en faire un vrai. Tout à l'heure, on parlait de puissance, de pouvoir, et d'en faire un vrai outil entre guillemets de pouvoir, et qu'on arrête de nous dire que voilà, le corps de la femme c'est sale, que les menstruations c'est sale, que on ne peut pas avoir des jours down et des jours hyper hauts. Je pense que voilà, on est plutôt sur une question d'affirmation que de disparition, et comment on arrive à appréhender notre corps pour en faire une vraie source de pouvoir, et je pense que c'est ce dont moi je m'aperçois avec notre communauté. Donc j'irai plutôt dans ce sens-là. Donc coup d'éclat entrepreneurial, coup d'éclat pour vraiment mettre des mots sur cette maladie, te faire soigner, trouver aujourd'hui un équilibre, même si ça sous-entend un médicament à vie, peut-être un processus sur
la procréation qui va être aussi plus compliquée. Mmh. Voilà, mes coups d'éclat, c'est aussi ce côté, comment est-ce que tu fais pour rayonner tous les jours? Est-ce que tu pourrais donner une petite pratique comme un petit devoir à la maison à toutes les personnes qui nous écoutent pour chaque jour, voilà, apprécier un petit peu plus ce qui fait le sel de la vie. Le sel de la vie. Alors en termes cosmétiques, moi j'ai une maman et même maquillage qui m'a toujours dit que j'avais pas besoin de me maquiller. Ouais. Donc en fait je me maquille très 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 peu. Et après moi quelque chose qui me permet vraiment de tenir, que ce soit sur ma routine personnelle ou professionnelle, c'est le sport. Et je pense qu'un autre coup d'éclat personnel, ça a été le changement dans la manière d'appréhender le sport. Je pense que comme beaucoup de femmes, moi je suis dans 89, donc j'ai grandi avec les mannequins filiformes qui donnaient beaucoup de complexes, et j'ai toujours été très très sportive, mais je voyais le sport comme un sport punition, à savoir tu manges trop, tu fais du sport, etc. Et là je vois vraiment le sport comme un sport équilibre, un sport dépense. Je suis quelqu'un d'hyperactive, je dois toujours me dépenser, je tourne une idée à la seconde, et le changement de ma pratique de sport m'apporte beaucoup d'équilibre et de bien-être. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé il y a quelques années, même je dirais, je pense il y a 2-3 ans, et ça me permet d'avoir une routine beaucoup plus apaisée et d'être mieux avec mes énergies, on va dire, corporelles, quoi. Et qu'est-ce que tu fais comme sport? Je teste beaucoup de trucs. J'ai fait beaucoup de basket quand j'étais jeune. J'étais en championnat de France jeune. Wow. Non, j'en faisais beaucoup. J'en faisais 12 à 14 heures par semaine pendant un moment. Là, je fais beaucoup de pilates avec différents flows, etc. J'ai différents types de pilates. Il y a les pilates pilates mat très basiques. Après, il y a tout ce qui est, on va dire, pilates nouvelle génération, cardio pilates, trucs plus punchy. Et après, là, j'ai commencé la boxe. J'adore. J'adore parce que c'est un sport où, que quand il faut se dépenser, c'est hyper cardio, c'est beaucoup de coordination, beaucoup de réflexion, et c'est très loin, on va dire, de l'image du sport de brute que beaucoup ont. Et donc là, en ce moment, je fais ces 3 sports-là. Du coup, tu fais pas trop attention aux sports qui sont bien pour les femmes. C'est ceux qui permettent de protéger tout ce qui est périnée et tout ça. Le pilates, si. Ouais, le pilates. Ouais. Totalement parfait. C'est vrai que j'en avais discuté avec une sage-femme qui m'avait dit qu'en fait, le pire pour les personnes qui ont un périnée qui est pas au top, c'est les sports où il n'y a pas trop d'impact. Du coup, ça va être la natation, le pilates, certains yoga. Mais c'est qu'en vrai, la course à pied, je sais pas si tu sais, mais toutes les femmes qui font des sports à haut niveau, des sports comme l'athlétisme et tout ça, sont incontinentes. Voilà, donc il y a assez peu de sports en fait pour les femmes. Moi, j'ai fait 15 ans de judo, donc là on est quand même sur un truc où tu chutes, où t'as des coups sur la poitrine qui sont donc bon, tout va bien, mais c'est vrai que ça aussi un enseignement sur les sports qui peuvent aussi être trop impactants pour le corps de la femme. Ça peut être aussi une piste assez intéressante. Je pense qu'il y a vraiment tout à refaire, à savoir, on connaît pas le corps de la femme, il est pas enseigné, il est tabouisé. Et d'ailleurs, ce qui est génial et à la fois hyper alarmant, c'est qu'en fait, l'éducation sexuelle ou l'éducation corporelle sur le corps de la femme, il vient des réseaux sociaux, il vient des comptes de Jean-Baptiste Clito, il vient des marques comme nous, il vient d'influenceuses qui vont en parler sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, et le sport en fait partie. Après, pour ma part, je te dis, personnalité hyperactive, donc le yoga, je trouve ça très bien pour le pilates, pardon, c'est très bien parce que ça me permet de me recentrer, ça me gaine. D'ailleurs, j'ai découvert que j'ai des abdos depuis 2 mois, ce qui n'était pas arrivé depuis très 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 longtemps. En revanche, je me suis dit, j'ai besoin de bouger, quoi. Ouais, carrément. Faut que je saute, faut que je dépasse. Après, je modère ce que j'ai dit, c'est vraiment un équilibre à trouver. Exactement. Et ça dépend aussi du moment de la vie où tu te trouves. Voilà, parce que c'est vrai qu'après, juste après avoir accouché, faire de la corde à sauter, du trampoline et un combat de boxe, peut-être pas le bon moment. Je fais pas de combat. Je sais des assauts et tout. Mais oui, c'est vrai que ça dépend des moments de la vie. Moi, j'ai mon associé là qui a accouché, et c'est vrai que moi je l'ai vécu un peu à côté d'elle, et elle allait pas faire de la boxe. C'était pas possible. Pareillement pour ma belle-sœur. Donc mais oui, je pense que c'est le sport, ça vient aussi avec les différents moments de vie. Moi, j'ai fait du basket pendant très 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 longtemps, j'ai jamais vraiment arrêté. Là en ce moment, je suis blessée, je peux pas en faire, je fais un autre sport. Il y a des moments où je vais faire du pilates 3 fois par semaine, et d'autres je vais pas en faire pendant
2 semaines et je vais faire que de la boxe. Enfin, il y a aussi ce côté vraiment, encore une fois, je pense que moi ma recette c'est pendant très longtemps, je pense que j'ai voulu foncer et pas franchement m'écouter, mettre sous le tapis tout ce qui allait pas et pas faire face. Et je pense que en fait, en prenant conscience de ce qu'on est en train de vivre et pas voir ça comme quelque chose comme un point de faiblesse, mais vraiment comme ok, en fait là mon corps me dit ça, écoutons-le. Je pense que c'est ça qui a fait qui moi m'a permis de entre guillemets m'améliorer, même si je suis pas dans une logique de productivité constante, mais vraiment d'aller mieux. Et pareillement pour ma peau, pareillement pour ma digestion, et c'est des choses où peut-être que c'est la maturité, peut-être que c'est la maladie, je sais pas, mais c'est un vrai conseil quoi. C'est-à-dire que en fait, on vit dans une enveloppe, l'enveloppe parfois elle nous envoie des signes, écoutons-la. Je rebondis juste sur ce que tu disais sur les enseignements sur le corps de la femme, ça vient des marques comme la vôtre. Moi, je trouve que ça aussi, ça nous donne beaucoup de puissance en fait, de pouvoir avoir un impact positif sur les sociétés, sur l'environnement, sur l'avenir, parce qu'on est d'accord, comme le cycle, avoir une entreprise, ça peut être aussi un gros fardeau. Et moi, c'est quelque chose que je me rappelle tout le temps quand je sens que mon énergie elle baisse un petit peu. Je me dis mais tu te rends compte de l'impact que tu peux avoir grâce à ta marque. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc d'aujourd'hui et même encore plus de demain. À quel point on peut investir la société et voilà justement donner encore plus de portée à nos paroles et à nos actions. Oui, moi j'ai créé Moods pour ça. Je pourrais pas te contredire, c'est exactement ce qui a fait que j'ai créé Moods. C'est une marque qui est éminemment engagée, parfois politique. Je pense que c'est ça. Après, le corps de la femme est politique, donc en fait, quand on parle du corps de la femme, on est une marque politique en tant que telle. Mais je pense que le bon équilibre aussi, c'est encore une fois, nous ça fait 3 ans qu'on a Moods. Il y a ce qu'on appelle le burn-out militant. À savoir, on est tellement engagé, on se donne tellement qu'à la fin on burn parce qu'on n'en peut plus quoi. C'est-à-dire qu'en fait notre vie c'est l'engagement, c'est les contenus, c'est l'entreprise, c'est les lectures, c'est les documentaires, c'est les amis, les cercles professionnels. Donc je pense que c'est encore une fois c'est une question d'équilibre et de se dire voilà là je vais faire ça, mais à côté je peux aussi avoir entre guillemets d'activités plus légères comme la boxe. Mais effectivement avoir une marque engagée, moi c'est ma vie en fait, donc je pourrais que et j'adore, donc c'est un métier passion. Super. On est deux alors. Merci beaucoup Caroline pour cet échange que j'ai adoré. Merci, on a pris des petits chemins de traverse, des petits pas de côté. Je consacrerai en plus un article sur l'endométriose et sur tes coups d'éclat, parce que finalement il y en a plusieurs, sur le magazine d'Atelier Nubio. Comme ça, si vous voulez avoir plus d'infos sur Caroline, sur l'endométriose et sur Moods, vous en trouverez sur notre site. Merci infiniment à toi. Merci à toi. À bientôt. J'espère que cet épisode avec Caroline vous a plu, qu'il a éveillé votre curiosité sur l'endométriose. Si vous avez aimé ce podcast, soyez sa bonne fée et donnez-lui 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités à l'adresse claire@ateliernubio.fr. J'ai hâte de vous lire.